Bonjour à tous et tous. Merci beaucoup d'être là pour la dernière séance de l'année de notre séminaire Enquêter sur et avec le genre, que je co-anime avec Marlène Franc, ici présente. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Damien Delille, maître de conférence à l'Université de Lyon 2, maître de conférence en histoire de l'art contemporain et membre du LARA. Alors, j'avais proposé de l'inviter parce que j'avais été très frappée par ses travaux consacrés à l'androgynie, un travail qu'il avait commencé pendant sa thèse et qui est devenu un livre publié chez Dreyfus en 2021, Genre, androgyne, art, culture visuelle et troubles de la masculinité, 18e, 20e. Mais c'est aussi un thème qu'il a beaucoup développé dans des articles, par exemple l'œil inverti dans Images Revues, paru en 2020 sur la culture homoérotique, dans 2 revues, l'une française, l'autre allemande, au début du XXe siècle, et une réflexion aussi plus globale qu'on verra, qui développe sur les archives queer, la construction des archives queer à travers cette réflexion sur l'androgynie. Alors, ce que j'ai trouvé aussi extrêmement intéressant, le thème déjà est assez neuf, ça, tu le montres très bien dès l'introduction, parce qu'il avait été traité de manière un peu éparse, mais là, l'originalité de son travail consiste justement à ne pas forcément partir d'une démarche qu'on attendrait d'un historien de l'art, comme c'est une historienne qui parle, donc sans doute avec une méconnaissance des dernières recherches en histoire de l'art, dans la mesure où Damien Delille ne part pas forcément des images dans son livre, mais plutôt de la production littéraire, philosophique, sociologique, qui lui permet de réinsérer la figure de l'androgyne, donc la culture visuelle autour de la figure de l'androgyne, dans un champ social, politique, littéraire vaste. Alors, dans cette démarche qui consiste à ne pas forcément mettre en avant les images, à faire d'abord un détour par la culture littéraire ou par des textes qui relèvent plutôt de la médecine et de la science, et justifier dès l'introduction par une citation de Schwartz et Privesky, la juxtaposition d'un texte littéraire avec un texte médical ou une image visuelle a clarifié les marges de ces textes et images, éclairant ainsi les particularités de chaque forme et révélant par la même occasion des attributions partagées à travers une culture donnée. Donc, le livre ne prend pas du tout le cheminement, par exemple, d'une analyse des œuvres de Gustave Moreau qui arrive un peu plus tard, ou d'œuvres de symbolisme comme Odilon Redon, qui illustre l'ensemble, la jaquette du livre, mais plutôt par une généalogie de l'androgynie depuis l'Antiquité, une figure qui est ensuite reprise à la Renaissance, et par la relecture qu'en font un certain nombre de savants de la fin du XIXe siècle, qui reprennent les figures de la Renaissance, les figures homoérotiques, pour les insérer, pour élaborer une culture qui ne s'appelle pas encore queer, mais une culture homosexuelle, underground, qui est en train de se constituer. Et donc, on voit dans ce livre une convergence d'œuvres, bien sûr, artistiques, mais aussi de travaux de scientifiques. Je pense, un aspect aussi que tu as développé dans un article sur Magnus Hirschfeld, sur un sexologue allemand de l'entre-deux-guerres qui avait élaborer un atlas des sexualités. Donc, il s'agit véritablement de circuler à travers différents courants philosophiques, évidemment artistiques, le néoclassicisme et l'hellénisme, mais aussi des thématiques chrétiennes, des variations chrétiennes, des chrétiennes dissidentes, pourrais-je dire, avec par exemple Swedenborg. Donc, cette manière de procéder, évidemment, en tant qu'historienne, m'a tout de suite plu. Et l'autre aspect que j'ai trouvé extrêmement intéressant dans ta démarche, c'est de briser avec une hiérarchie des genres artistiques en mettant côte à côte, aussi bien évidemment la peinture, mais aussi la photographie, la caricature de presse, qui est extrêmement importante à la fin du XIXe siècle et au début
du XXe siècle. Donc cette hybridité de la démarche qui fait miroir à la figure hybride de l'androgyne, je trouve, s'inscrit davantage dans ce qu'on appelle les cultural studies, hein, qui vraiment rend compte de l'hybridité du sujet en effectuant des incursions dans des champs voisins, et notamment dans l'histoire du vêtement, qui va être justement le sujet d'aujourd'hui. Histoire du vêtement, qui, semble-t-il, si j'ai bien compris, est un nouveau sujet de recherche qui a été développé notamment dans un numéro sur mode et morale, paru en 2020, je crois, et 2022, pardon, et un ouvrage collectif paru aussi en 2022, Fashion Heritage, Narrative and Knowledge Creation, donc paru chez Springer, et qui est le résultat d'une grande conférence sur la mode organisée à Lyon en 2020. Donc, je te remercie très chaleureusement d'être venu ici et je te laisse la parole. Merci beaucoup, Naïma. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Alors, en réfléchissant donc à la préparation de ce séminaire, je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir évidemment parler, évoquer avec vous au-delà même de la thèse que j'ai pu mener pendant plusieurs années et qui a fait l'objet à la fois donc de cette publication et puis d'une série d'articles. D'ailleurs, je suis content, l'ouvrage était à la bibliothèque de Grenoble. Oui. Donc je suis ravi de savoir que mon ouvrage y est. Alors pour une raison très simple, c'est qu'en fait, j'ai eu le bonheur ou le malheur de choisir un éditeur très bien, Brepols, qui est une plus ancienne maison d'édition d'Europe, semble-t-il, mais avec des tarifs très prohibitifs. Donc quand j'ai voulu évidemment montrer mon ouvrage, le résultat, et dire aux gens allez-y, lisez-moi, 160 €, malheureusement, ce qui fait que l'objet est très confidentiel et c'est surtout les bibliothèques qui ont pu l'acquérir. Et donc, vous pouvez évidemment aller dans les très bonnes bibliothèques de France, c'est-à-dire celle de Grenoble ou celle de Lyon ou Alien Achat à Paris pour pouvoir consulter l'ouvrage parce qu'évidemment, je ne vous recommande pas de l'acheter. Je ne pense pas que cet ouvrage vaille 150 €, même si évidemment le poids de la culture est peut toujours être très cher. Alors, quoi qu'il en soit, effectivement, quand j'ai entamé mes recherches doctorales, je me suis intéressé, et donc ça a été le fruit de ce travail-là, à différentes figures et théories androgynes au passage du XXe siècle. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir évidemment une sorte d'archéologie, de généalogie de cette histoire-là, puisqu'en fait, dans les milieux symbolistes, dans les milieux donc idéalistes de la fin du XIXe siècle, l'androgyne devient une sorte d'obsession. Une obsession de la part des artistes, de la part des critiques d'art, je vais vous montrer un certain nombre d'exemples, et surtout donc une obsession qui, et c'est ça qui m'avait intéressé, à la fois rend compte d'une sorte de recherche d'un ailleurs, puisqu'on est vraiment dans cette vogue de la fin du XIXe siècle, de recherche d'une forme de mysticisme qui contre le moment naturaliste, réaliste qu'on peut voir en peinture, mais surtout en littérature. Et donc ce mouvement idéaliste va énormément rechercher des formes justement de dépassement, en quelque sorte, des représentations classiques, de dépassement aussi des identifications entre des figures masculines et féminines. Et donc, ce dépassement, ce qui m'avait intéressé, c'était de voir qu'il coïncidait vraiment avec ce mouvement du symbolisme et que par la suite, il se poursuivait en fait au début du XXe siècle avec les premières formes d'art abstrait. Et donc, c'était ça un petit peu l'enjeu que je voulais mettre en place. C'est vraiment cette sorte d'histoire qui se déplace entre le 19e et le 20e siècle et qui prend ses sources, bien entendu, très loin. Qui part, bien entendu, par rapport à Androgyne, qui part du mythe platonicien, qui part aussi du mythe ovidien de l'hermaphrodisme, là dans une vision beaucoup plus monstrueuse. Moi, ce qui m'intéressait, c'était beaucoup plus la dimension justement idéaliste, androgyne, qui va être développée tout au long du 19e siècle et qui prend ses sources aussi dans une sorte de multiples renouveaux à la Renaissance. Il y a eu aussi des études sur le sujet à la Renaissance et en fait, beaucoup d'artistes de la Renaissance vont être redécouverts au 19e siècle. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'était de voir comment ces pratiques-là vont très rapidement être perçues comme des pratiques, ces pratiques artistiques, ces pratiques critiques, littéraires, perçues comme des formes de menaces pour la société et en particulier dans un contexte qui est celui d'une sorte de culture populaire qui refuse que en gros, les hommes soient célibataires, qu'ils ne correspondent pas aux attentes normatives d'une société qui veut, dans un contexte de revanche, au contraire, pousser à la natalité, qui justement considère que les artistes intellectuels sont un peu des hors normes, hors société, hors asociales, et donc il y a toute une série en fait de
à la fois d'articles, mais surtout de caricatures de presse qui, à l'époque, va profondément vilipender, critiquer tout le message idéaliste, symboliste. Et en fait, on assiste là les premières, c'est ce qui m'intéressait, les premières formes de caricature quasi homophobes. Hein, c'est-à-dire qu'il va complètement associer l'idéal symboliste, l'idéal donc androgyne, l'idéal de dépassement du genre, eh bien, aux premières formes d'homosexualité qui, comme par hasard, se constituent, les théories, les réflexions en psychopathologie de l'époque se constituent à la fin du 19e siècle. Et donc, il y a une sorte de convergence, ou du moins d'amalgame, entre efféminement, considéré comme efféminement de la figure masculine, projet symboliste, et puis, donc, première théorie des perversions sexuelles à travers, donc, différents ouvrages. Et donc, effectivement, pour rejoindre ton introduction, Emma, ce qui m'intéressait, c'était de voir la convergence de ces différents corpus littéraires, artistiques, de culture populaire, mais aussi des corpus médicaux liés justement à toutes ces réflexions sur la sexologie naissante, en quelque sorte, et où l'obsession première, c'est l'homosexualité. Dans une sorte de vision très claire qui est celle de la peur de la dégénérescence morale, physique de l'homme et de tout ce qui va justement être associé à cela. Donc ça, c'était vraiment le premier point, et donc je voudrais évoquer avec vous dans ce séminaire, à la fois donc les quelques pistes que j'ai développées dans cette thèse, et puis les prolongements en fait dans un champ qui est pour moi assez connexe, qui est celui justement de l'étude du vêtement, de l'étude de la mode, puisque en fait quand j'ai commencé ma thèse et que j'ai été engagé donc en tant que chargé d'études à l'Institut national d'histoire de l'art, j'avais auparavant travaillé dans d'autres domaines de la mode. Et puis, quand je me suis engagé en thèse, je vous raconte une petite histoire personnelle, j'avais complètement gommé cette partie-là qui n'était pas très sérieuse, très universitaire. En l'occurrence, j'avais travaillé pour des émissions de mode à la télévision. Et je m'étais dit, bon, maintenant que je voulais revenir justement dans un contexte un peu plus universitaire, il fallait vraiment gommer. Mais bon, il y avait quand même 4 ans de creux dans mon CV, donc j'avais mis quelques éléments. Et je dirais par un hasard heureux, j'avais laissé quelques éléments un peu sérieux dans mon CV, et ça a été repéré pour pouvoir justement, alors j'étais engagé, mais je pense pas pour ça uniquement, mais pour travailler sur un nouveau programme qui était lancé à l'INHA et qui était consacré, comme par hasard, à l'histoire de la mode et du vêtement. Donc j'étais très content. Je m'étais un peu éloigné de la mode, et la mode m'a rattrapé en quelque sorte. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler de manière un peu sérieuse justement sur un contexte plus historique de la mode et pas contemporain, et que donc à travers différents séminaires, colloques, mais aussi expositions donc à l'INHA, j'en suis venu à constituer donc alors avec une équipe, on était une trentaine de contributeurs, cet ouvrage donc qui était publié avec l'INHA et les arts décoratifs sur retour au texte, un mode et vêtements, sur cette histoire donc d'un retour au texte source de l'histoire de la mode sur un champ très vaste, très large, avec une trentaine de contributeurs en co-direction avec Philippe Sénéchal, qui était à l'époque donc le directeur des études à l'INHA. Donc je travaillais à la fois sur ce programme de la mode et puis aussi donc sur ma thèse, et donc c'est à partir de ce moment-là voilà, que justement j'ai produit ce travail-là, et puis que j'ai continué à m'intéresser en fait à cette sorte de réflexion un peu hybride de l'image, de la production vestimentaire et de la manière dont on porte, bien entendu, le vêtement. Donc, je voudrais ici partir de, en fait, 4 travaux récents, plus ou moins récent, à la fois donc ma thèse, un article, une communication, et puis donc une dernière communication plus récente en français sur donc 4 pistes de recherche qui m'occupent, 2 qui sont donc des choses qui sont publiées. Je m'étais en particulier intéressé donc à la figure de Robert de Montesquieu. Je voudrais vous montrer quelques éléments, et donc qui avait été publié dans une revue américaine, et puis aussi donc plus récemment, à d'autres pistes toujours liées aux vêtements, mais cette fois-ci à cette question pour la troisième communication, enfin pour la troisième mention à cet enjeu du japonisme, donc toujours sur le 19e siècle, je vais vous expliquer pourquoi, et puis terminer avec un dernier point qui est celui en fait de mes recherches actuelles. Donc je me dis que c'est un format séminaire, je trouve que c'est intéressant aussi de parler de choses qui sont en cours, et c'est toujours intéressant de pouvoir partager justement des réflexions qui ne sont pas du tout justement, je dirais, terminées en quelque sorte, et qui continuent de se poursuivre. Ici. Voilà. Alors la première chose que je voulais évoquer avec vous, effectivement, c'est ce premier temps de l'androgynie qui m'a beaucoup intéressé, passionné. Je voulais donc, comme je l'ai dit, à la fois revenir aux sources, voir comment tout le 19e siècle va être un siècle assez passionnant en termes justement d'invention
de nouvelles formes, d'invention, en quelque sorte, d'un dépassement des normes de genre, alors qui ne sont pas celles, évidemment, que l'on connaît, que l'on comprend, nous, aujourd'hui, hommes et femmes du XXIe siècle, mais beaucoup plus des enjeux qui sont liés à des formes d'utopie spirituelle, spiritualiste, mystique. Et donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dès le début et que je continue de poursuivre, vous le verrez par la suite. Ce point important, c'était celui, justement, de toute une série, en fait, de penseurs du premier 19e siècle qui vont, en fait, se passionner pour, justement, une manière de pouvoir imaginer, envisager d'autres pratiques de la personnalité, d'autres pratiques de la politique. Et en particulier, je voudrais évoquer un personnage qui est assez curieux, qui est assez étrange. Hein. Ça fait partie des curiosités artistiques parce qu'on a très peu d'informations sur ces personnalités-là. Des personnalités qui font partie justement de tous ces grands mouvements fourriéristes, de tous ces grands mouvements des utopies sociales romantiques du début du 19e siècle. On est en plein post-révolution, hein, dans une sorte de réflexion sur les premières conclusions de qu'est-ce qu'a apporté la Révolution française en termes d'égalité de genre, en termes de politique, et bien entendu, la nécessité de corriger en quelque sorte eh bien, tous ces mouvements, tous ces événements post-révolutionnaires. Et à partir de là, donc certaines personnalités comme ici Simon Gano, hein, qui est une personnalité très très peu connue et dont il existe très peu de choses, va être justement une des personnes qui va en quelque sorte constituer une sorte de petite église personnelle où il veut véritablement révolutionner la manière de vivre et en particulier révolutionner le mariage romain, comme il dit. Il explique qu'il faut redonner à la femme sa place, une place centrale qui a été justement un peu perdue, ou du moins les événements révolutionnaires ne lui ont pas permis d'avoir une sorte d'égalité à l'image de l'homme. Et donc il va créer cette sorte de ce qu'on pourrait appeler actuellement une secte, hein, dont il va être seul membre, hein, on peut même imaginer que ce sont des choses assez isolées, qui va justement lui permettre d'envisager ces possibilités à travers différents tracts, différents ouvrages qu'il va publier, et il va lui-même se faire appeler le MAPA. Le MAPA, qu'est-ce que c'est? C'est la contraction de mater et pater. Et donc, vous le voyez ici, Simon Gano, à la fois donc une des rares images qu'on a de lui, et puis surtout une caricature donc de Granville qui témoigne justement, vous le voyez avec tous ces symboles assez curieux, à droite, les symboles de la féminité, le corset, les éléments associés peut-être à l'amour, Cupidon, et puis à gauche, la pipe, les bouteilles de vin, tout ce qui est associé au masculin. Donc dans cette sorte de contraction donc, du MAPA, mater et pater, Granville se moque, bien entendu, de cette histoire-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces personnalités-là vont en quelque sorte essaimer toute une série de réflexions qui vont être reprises à la même période par des personnes comme Théophile Gautier, comme Honoré de Balzac. On sait que Théophile Gautier fréquentait ces cercles, en fait, littéraires. Et donc, beaucoup de personnalités qui, à la même période, vont produire, tant Honoré de Balzac que Théophile Gautier, des productions littéraires très importantes. Hein. On pense évidemment à Mademoiselle de Maupin de Théophile Gautier ou à Séraphitus Séraphita, qui est un des grands romans hellénistes, romantiques de Balzac, qui met en scène précisément une figure androgyne. Et donc, ces romans-là, inspirés donc de ce contexte politique, m'ont permis de comprendre que justement, eh bien, toutes ces personnalités, tous ces artistes, écrivains, un peu illuministes, hein, enfin, on appelle ça justement les illuministes du 19e siècle, tentent de recréer une utopie qui s'était justement fracassée contre la réalité de l'histoire, hein, qui était celle de la Révolution française. Et à partir de là, donc, toute une série d'ouvrages assez étranges, assez très très hermétiques, hein, dans le sens propre du terme, hérités justement de différentes théories liées à la Kabbale, à la théosophie, à toute une série en fait de productions spiritualistes dont on a complètement oublié l'existence actuellement. Hein, donc des productions très très obscures pour le coup et qui vont être redéployées justement par ces différentes personnalités. Alors, je passe vite hein, parce que je voudrais vous montrer plein de choses, mais tous ces courants-là, donc il y a d'autres personnes, il va justement lui créer ce qu'il appelle donc la secte de l'évadaïsme, Adam et Ève, et il y en aura d'autres. Hein. Il y a justement un certain Touret qui va créer la secte du fusionnisme, fusion du masculin et du féminin. Donc c'est une vraie obsession, et il y a là vraiment une sorte de contre-révolution, de contre-lumière qui se développe au 19e siècle.
Alors pourquoi je vous en parle? Parce que précisément, assez rapidement, ce qui m'a intéressé, c'était de voir que beaucoup de critiques d'art, d'artistes de la fin du 19e siècle vont s'inspirer en fait de tout ce renouvellement du début du 19e siècle, et en particulier un personnage qui m'a beaucoup intéressé, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, un certain donc Joséphin Péladan. Je ne sais pas si j'ai... Voilà, Joséphin Péladan, je reviendrai sur l'image précédente. Alors, qui est Joséphin Péladan? C'est un personnage assez curieux, là aussi un peu oublié. Alors, il y a quand même beaucoup plus de production sur Péladan que sur Gano, un peu oublié de l'histoire, mais qui va en fait être surtout l'un des premiers donc à véritablement organiser de manière très structuré les premiers salons idéalistes symbolistes de la fin du 19e siècle. C'est lui qui crée ce fameux salon catholique de la Rose-Croix, 1892-1897. Donc six salons catholiques de la Rose-Croix. Il y a une ascendance catholique, mais une sorte de catholicisme réformé. Et qu'est-ce qui passionne justement Péladan? C'est l'androgyne. Il va lui-même publier en 1891, un an avant le début du salon, son fameux roman, L'Androgyne. Il va publier toute une série de romans qui évoquent à chaque fois cet univers, justement, qui met en scène souvent un jeune garçon ou une jeune fille qui fait face à la décadence, comme il appelle la décadence latine, la décadence réaliste, voilà, la décadence réaliste, et vers un idéal beaucoup plus, je dirais, classique, où il fait avant tout référence aux grandes figures de l'art de la Renaissance, en premier Léonard de Vinci, où il perçoit justement dans la peinture de Léonard de Vinci cette sorte de figure androgyne qu'il recherche, la figure angélique en particulier dans les peintures de Vinci, qui passionne. D'ailleurs, lui-même, Péladan va être le premier à traduire les fameux carnets de Vinci. Alors, il y a toute une histoire assez complexe, mais semble-t-il, ces fameux carnets, il avait un peu plagié en fait un travail qui était antérieur, et donc il va être assez rapidement calomnié au tout début du XXe siècle parmi donc toutes les productions qu'il va mener. Alors, ce qui est intéressant avec Péladan, c'est qu'on le connaît beaucoup plus en tant qu'écrivain. Il y a beaucoup d'ouvrages, de réflexions qui ont été menés en tant qu'écrivain. Il y a eu évidemment des réflexions qui ont été menées en histoire de l'art sur les fameux salons de la Rose-Croix. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était plus sa personnalité en tant que telle, puisqu'il va justement vouer une sorte de culte à sa propre personnalité. Il va écrire énormément de théories un peu farfelues autour de cela, notamment une que je vous mentionne ici, l'art de la calloprosopie, c'est-à-dire l'art de s'embellir et l'art de se présenter beau, qui est une sorte de dérivé du dandysme, puisqu'il est totalement imprégné par les grandes théories du dandysme, en particulier il est très proche de Barbé d'Aurevilly. Et donc Péladan lui-même va se mettre en scène. Il va se mettre en scène à travers ses photographies, dont je vous montre ici une série d'exemples, des photographies donc issues du fonds Péladan, qui est à l'Arsenal, donc à la Bibliothèque nationale de France, et où l'on voit bien entendu lui-même s'habiller de manière hors norme, tel, alors on peut voir différentes références, un chevalier, on peut le voir évidemment lui-même avec, vous voyez, cette figure beaucoup plus ancienne avec ses grandes manches gigots, plutôt à une sorte d'évocation, alors soit romantique, voire chevaleresque, et évidemment il met en scène dans ses différentes productions littéraire, cette vision-là qu'il va donc produire décidément à travers donc différents contextes. Ce qui est important, c'est de voir qu'il lui-même devient une grande personnalité publique et surtout, il va inspirer beaucoup d'artistes à qui il demande de faire son portrait. Vous voyez une sorte d'égo, narcissisme très très fort. Et vous avez ici donc les productions qui vont être présentées, d'ailleurs celui-ci de Marcelin Desboutins, à la première exposition du Salon de la Rose-Croix. C'est-à-dire que lui-même prépare ce salon, et puis évidemment, quand on arrive, on voit celui qui a préparé l'exposition qui a son portrait. Donc vous voyez une sorte d'égo assez important. Et on retrouve, alors l'image, on a un petit peu de difficulté à discerner avec cette peinture, avec la visio, mais on retrouve évidemment toute une série de tenues en fait que lui-même avait. Et puis quand on regarde dans ses écrits et surtout dans sa correspondance, il y a toute une série d'évocations de ces grands voyages. On est en particulier à cette époque-là totalement fasciné par Wagner, un renouvellement du wagnérisme. Donc évidemment, il y a une sorte de lyrisme très très fort avec toute une série d'histoires un peu rocambolesques autour de sa vie. Et surtout, donc vous le voyez, de ces séries de mise en scène assez curieuses, assez étranges, on ne sait pas quoi faire. Que faire de toutes ces photographies qui témoignent vraiment d'une forme de
de recréation de soi, de réinvention de soi, à travers, vous le voyez, toute une série qui évoque certes le religieux, hein, très clairement, l'importance du catholicisme, mais aussi toute une autre série de photographies avec notamment d'autres acolytes de l'époque qui témoignent, qui montrent vraiment cette nécessité de, en quelque sorte, se réinventer par le religieux, mais par le religieux artistique. Hein, cette sorte d'idée de vraiment se tenir soi-même dans une totale réinvention de son apparence et de soi, qui évidemment évoque ses romans et qui se retrouve dans ses photographies. Alors, vous voyez, il y a tout un mélange, c'est vraiment une sorte d'éclectisme assez frappant, puisque d'un seul coup, on se retrouve en Orient. Lui-même évoque ses différents voyages qu'il a plus ou moins fait. D'ailleurs, pas du tout. Hein, il évoque des sortes de pays un peu justement éloignés, qu'il essaie de recréer dans ses intérieurs. Alors vraiment, la référence, bien entendu, à l'Extrême-Orient, bouddhisme, dans ses poses, vous voyez ici, et puis dans ses gestes assez grandiloquents. Je vous passe le détail, mais ce qui est important, c'est de voir que dans ces mises en scène, il y a cette idée de véritablement se convertir à une forme de mysticisme et d'idéal artistique, comme une conversion religieuse, et surtout cette idée de pouvoir, par la parole et par le verbe, se transformer et transformer les autres. Hein, parce qu'il y a cette idée vraiment un peu quasi prosélyte, un prosélyte de l'art, de pouvoir convaincre les autres qu'il faut suivre les activités de la Rose-Croix. Et là, je ne vous montre que quelques photos justement de Péladan. Il y a toute une série de productions artistiques. On évoquait tout à l'heure justement des artistes comme Moreau ou Redon. Moreau est un artiste d'une génération antérieure, donc Péladan va bien sûr tenter de demander à Gustave Moreau, le grand artiste, idéaliste, symboliste, de pouvoir participer à la Rose-Croix. Moreau se dit, ouais, qu'est-ce que c'est que cet énergumène? Il ne peut absolument pas y participer. Et donc, il va y avoir plutôt une nouvelle génération d'artistes comme Alexandre Séon, comme Fernand Knopf, des artistes belges, qui vont plutôt participer à toute une série, à quelques salons de la Rose-Croix. Et donc, j'étudie aussi ces artistes et leurs peintures qui, bien entendu, sont directement ou indirectement imprégnés en quelque sorte de cet univers et de cet idéal androgyne. Alors, il y a donc à la fois des productions, des théories, évidemment des œuvres qui m'ont beaucoup intéressé, et puis aussi toute une série donc, de propositions. Il parle justement de la théorie de l'aristocratie, de l'aristie, de l'aristocratie humaine. Donc l'aristie, qu'est-ce que c'est? C'est justement les nouveaux chevaliers de l'art, en quelque sorte, qui vont justement essaimer une sorte de parole idéale à la fin du XIXe siècle. Alors, c'est une sorte de délire un peu complexe, hein, mais ce qui est important, c'est de voir comment, en fait, ces réflexions s'inscrivent très clairement dans des stratégies artistiques très importantes à la fin du XIXe siècle pour savoir qui sera l'artiste de l'avant-garde. On est vraiment dans des concurrences très fortes entre artistes. J'évoquerai des artistes un peu plus connus qui justement sont liés à ce contexte-là. Et donc, cette idée qu'il faut trancher vraiment avec ce contexte beaucoup plus mercantile, bourgeois, en fait, qui se met en place à la fin du XIXe siècle dans la continuité de l'impressionnisme et du post-impressionnisme. Péladan est justement contre cette idée qu'il faut vendre, qu'il faut s'inscrire dans un marché de l'art qui est de plus en plus prégnant. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il a à la fois une position un peu, on va dire, d'arrière-garde, hein, c'est-à-dire véritablement de positionnement un peu conservateur par rapport à ses idéaux catholiques, et de l'autre, une position hors norme, contre le marché, contre le système, contre finalement des normes à la fois de genre et des normes aussi matérielles qui le placent plutôt à l'avant-garde en fait de cette histoire. Et à ce sujet, moi j'ai proposé, il faudrait qu'un jour j'approfondis cette piste-là, j'ai proposé par rapport à différents artistes et surtout par rapport à lui, d'envisager plutôt des artistes hors garde, en fait, qui soient ni à l'avant ni à l'arrière et qui soient en dehors justement de tous ces enjeux de stratégie artistique. Donc ici, quelques photographies, et puis surtout, vous voyez des peintures qui vont marquer, bien entendu, l'histoire du mouvement symboliste, l'histoire justement de la Rose-Croix, avec ce tableau que vous pouvez voir donc, au musée des Beaux-Arts de Lyon. Curieusement, il est un peu caché, enfin, pas caché, mais il est entre deux passages, qui est toujours un peu triste. Voilà, il n'a pas forcément bonne presse, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est quand même montré, vous pouvez le voir, il est vraiment entre deux salles, en fait, une sorte de couloir. Donc, du portrait de Péladan, a produit, donc, là aussi, pour le premier salon d'Alexandre Séon. Alexandre Séon, qui est un artiste qui vient du Forez, un artiste, entre guillemets, local,
autant si on se situe à Lyon ou à Grenoble, est un artiste surtout qui va beaucoup produire de frontispices, de première couverture de ses romans, où il va véritablement personnifier, figurer l'androgyne. Là, je n'ai pas le temps de vous le montrer, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment la littérature, la théorie Péladan va profondément inspirer en fait tous les artistes symbolistes du 19e siècle, avec toute une série d'inventions formelles passionnantes. Mais ce que je mets en parallèle, c'est aussi cette posture hors norme du célibat, de l'art, de l'ascèse, qui est une ascèse à la fois religieuse, mais vous l'avez compris, une ascèse aussi sexuelle. C'est-à-dire que Péladan va expliquer que pour entrer en art, pour entrer dans cet idéal, il faut renoncer. Renoncer à la famille, renoncer aux femmes, renoncer et donc être vraiment le célibat de l'art. La question du célibat de l'art, d'ailleurs, a beaucoup marqué toute l'histoire de l'art moderne au XXe siècle. Des personnalités comme Marcel Duchamp vont reprendre en fait ce terme du célibat de l'art à travers justement d'autres productions artistiques. Donc il y a ici ce premier exemple. Alors j'ai retrouvé justement des références en fait aux théories de Péladan et en particulier donc le fait que cette tenue semble être donc associée à la robe bleue du Graal. Je cite Péladan, s'il adore la présence réelle dans l'Eucharistie. Donc il y a une sorte de reprise des textes de Péladan pour servir justement à la peinture ici donc d'Alexandre Séon, une tenue qui aussi s'associe à cette sorte de profil un peu assyrien, qui est vraiment qui est propre à l'époque, qui va d'ailleurs caractériser la silhouette souvent dans les caricatures justement de Péladan, dont je vous parle dans un instant, et qui est justement lié alors à sa proclamation d'ascendance chaldéenne. Péladan s'appelle Star Péladan. Star, c'est justement le guide en hébreu, et donc lui-même évidemment s'imagine comme étant ayant des ascendances moyen-orientales, alors qu'il vient en fait il est d'origine minoise et qu'il est né à Lyon justement, qu'il est proche du milieu lyonnais. Donc, vous le voyez, beaucoup d'inventions pour, en quelque sorte, incarner, vous voyez, cet idéal. Et ici, je vous montre un autre exemple, encore plus parlant. C'est celui donc de l'artiste Jean Delville, sur lequel j'ai aussi un peu travaillé, Jean Delville va être vraiment marqué par l'art de Péladan, artiste d'origine belge, qui va produire toute une série justement d'évocations androgynes. Certaines vont être détruites parce que trop sulfureuses. Et vous avez ici donc un autre portrait un peu plus tardif, par rapport à l'histoire des salons de la Rose-Croix de 1895, où vous le voyez vraiment maître de la Rose-Croix en habit de cœur, et on retrouve donc Péladan complètement grimé, vous le voyez, en figure idéale, à travers justement cette vision, donc cette conception du sacerdoce, associant le prêtre et le guide, à travers justement cette position position de l'index levé au ciel et des attributs sacerdotaux que vous retrouvez en bas. Donc, ces productions, là je vous en montre quelques exemples, vont être assez curieuses, puisqu'elles vont un peu détonner avec aussi d'autres productions symbolistes de l'époque. Et surtout, ce qui est important, je vais revenir sur cette image-là après, ce qui est important, c'est qu'elles vont justement faire l'objet de toute une série de, portraits charges, caricatures, donc toute une charge très féroce à l'endroit donc du Salon de la Rose-Croix et en particulier de Péladan. J'ai fait un travail donc à partir de ce premier corpus que j'ai constitué, qui donc s'associe à la fois à ce mouvement, à la personnalité de Péladan, aux artistes avec qui il avait échangé pour voir quelles incidences avaient justement ces théories, ces réflexions dans les pratiques artistiques. C'est pour ça que je parle souvent de théorie et de figure et de théorie androgyne, puisque les deux vont ensemble. On parlait tout à l'heure justement de ces échanges entre littérature et art visuel, et c'est un point important. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'était de voir quelle était la perception de l'époque. Qu'est-ce qui finalement faisait subversion? Ce qui n'est de subversion que dans une forme de réaction de la société face à cette histoire-là. Et donc, là aussi, j'ai dépouillé toute une série donc, de revues de l'époque, des revues donc, de caricatures. Il faut bien imaginer qu'à partir des années 1870-1880 en particulier, notamment dans la continuité de la libération de la presse, qui va être beaucoup moins muselée qu'en particulier sous le Second Empire, il va y avoir toute une série de nouvelles revues, de nouveaux journaux de presse qui vont énormément rendre compte en fait des salons artistiques. Les salons artistiques à l'époque étaient vraiment un rendez-vous très important qui était beaucoup suivi et qui faisait l'objet donc de toute une série de moqueries, de caricatures.
faut pas attendre la fin du XIXe siècle pour voir ces caricatures, mais il y a vraiment une sorte d'accélération, énormément de production à l'époque. Et par la même histoire, toute une série en fait de caricatures qui vont grimer ces personnalités artistiques, littéraires, et en particulier donc Péladan, que vous retrouvez ici. Donc j'avoue que je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais je montre souvent cette image-là parce que je la trouve très parlante et toujours assez intéressante. Qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit Péladan, on retrouve évidemment la figure assyrienne, on arrive très facilement à le reconnaître, qui arrive, vous le voyez, avec donc une sorte de bouquet de fleurs dans les mains, avec donc une sorte de peinture, vous le voyez, de paysage, et puis donc il interrompt en quelque sorte cette sorte de combat entre d'un côté l'artiste qu'on retrouve avec sa palette, et puis de l'autre la figure du guerrier, une sorte de figure un peu mythologique, antique, qui justement est là pour rendre compte des armes avec l'artiste. Qu'est-ce qu'on peut y voir? On peut y voir précisément la critique qu'on va faire à Péladan, qui est celle, par son côté un peu extravagant, un peu farfelu, on peut le dire, de ne pas véritablement rendre hommage, ou de ne pas véritablement rendre service, je devrais dire, aux arts, et en particulier à ce moment de la création artistique, puisqu'il interrompt par ses effets un petit peu farfelus, la création de l'art entre l'artiste et finalement peut-être son sujet. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment est grimé Péladan en tutu, en danseuse. Donc il y a très clairement une féminisation en fait du corps et de l'apparence de Péladan qui est ici mis en scène. Pourquoi les portraits de paysages? Parce que Péladan justement fait toute une série en quelque sorte de genres artistiques à bannir du Salon de la Rose-Croix, les peintures de paysages, les peintures de genre, toutes les peintures, toutes les productions artistiques qui ne rendent pas compte de l'idéal artistique, de l'idéal de la Renaissance. Et donc, vous le voyez ici, c'est une sorte de reprise, une sorte de moquerie finalement de cet idéal qui se retourne contre lui, avec une caricature très curieuse qui est en fait présent dans le fond Péladan. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, Péladan était très soucieux de son image et donc il avait une revue de presse très fréquente de toutes les images, de toutes les productions visuelles, mais aussi des productions évidemment du compte rendu de ses salons et de ses écrits qu'il recevait et qu'on peut retrouver dans son propre fond. Donc il était lui-même vraiment au courant de cette caricature et de ces critiques qui étaient adressées à son encontre et que vous retrouvez ici. Alors, je vous en montre une, mais j'ai découvert des dizaines et des dizaines de caricatures dans le fond Péladan, et même au-delà, quand j'ai commencé à dépouiller les revues. Ce qui m'intéressait, c'était de voir donc cette sorte de féminisation, avec donc d'autres caricatures qui vont très clairement féminiser Péladan et associer en fait cet idéal androgyne à quoi? À une forme de sexualité pervers, à une sorte de désordre érotique qui très clairement glisse vers les premières théories de perversion sexuelle qui sont donc publiées à la même période, entre 1880 et 90, dans un contexte assez particulier qui est celui justement des premières théories qui sont d'abord traduites en français de l'allemand, puisque c'est vraiment les premières théories de sexologie qui se développent en Allemagne et qui vont donc après être traduites. Je pense en particulier aux théories de Richard von Krafft-Ebing, qui est le grand théoricien justement des perversions sexuelles à la fin du XIXe siècle, et qui le premier va parler de toutes ces perversion sexuelle, homosexualité, associée justement à un désordre à la fois érotique et un désordre lié donc à toutes ces pratiques artistiques. Et pour eux, en quelque sorte, si je dois schématiser, cet idéal androgyne, idéal, ils se moquent de cet idéal, puisque selon eux, ça cache d'autres ressorts, d'autres enjeux de perversion et notamment donc de ces visions beaucoup trop éthérées, beaucoup trop maladives selon beaucoup de critiques. Je pense en particulier aux critiques de Émile Zola à l'époque, qui va critiquer vertement justement les salons de la Rose-Croix, les salons symbolistes. Je pense à Octave Mirbeau, donc beaucoup d'écrits que j'ai étudiés et qui font l'amalgame en quelque sorte, vous voyez, entre justement cet idéal et une sorte d'efféminement du masculin. Donc il y a donc toute une série d'une rhétorique très forte qui après va se traduire à la fin du XIXe siècle dans les grands brûlots de l'époque, en particulier le fameux brûlot de Max Nordau, Dégénérescence, qui cite Péladan, qui montre qu'en gros l'idéal androgyne est une sorte de détraqué homosexuel et qui dit très clairement qu'on est vraiment face là à justement première forme d'homosexualité publique avec justement ces productions. Alors,
moi, ce qui m'intéressait, c'était les textes, mais c'était aussi l'occasion de voir comment, eh bien, dans les premières caricatures, ça va se développer. Ici, je vous en montre deux, avec notamment donc Jean-Louis Forain, en 1888, vraiment quelques années avant le début de l'histoire de la Rose froide, mais Péladin déjà en train de produire une littérature sur le sujet, avec le troisième sexe. Le troisième sexe, c'est lié directement un roman, en fait, qui est publié à l'époque autour des pratiques homosexuelles et en particulier autour de cette idée du troisième sexe qui nous vient justement d'Allemagne et qui est donc théorisée autour donc de 1868 et 1869 par un certain Heinrich Ulrich, qui est en fait l'inventeur justement d'une première théorie psychologique de l'homosexualité. Et ce qui est intéressant, c'est que Ulrich, dans des correspondances avec un autre de ses confrères, Kurt Benny, va inventer le terme homosexuel. Le terme homosexuel apparaît dans les correspondances entre Heinrich Ulrich et Kurt Benny, qui, justement, autour de 68-69, essaie de désigner en quelque sorte, à travers un lexique ou à travers une image, ce qui est avant tout des pratiques informelles, des pratiques cachées, des pratiques qui deviennent de plus en plus une forme de psychologie. Et donc, on est vraiment dans ce contexte, là je passe très vite, mais dans ce contexte d'intense réflexion autour de l'histoire de la sexualité et de ce que Foucault, justement, Michel Foucault, va désigner de cette invention d'un nouveau personnage, l'homosexuel. Moi, ce qui m'intéressait, c'est que dans cette histoire-là, Foucault explique qu'il y a toute une série de répressions qui mettent en scène et mettent en branle justement cette histoire, mais qu'en fait, il y a en parallèle, bien entendu, le développement dans la culture populaire d'une vision assez proche des réflexions scientifiques, mais d'une vision qui est beaucoup plus imagée. Ici, avec, vous le voyez, donc cette figure fugitive, en quelque sorte, d'un homme dans un contexte de parc, puisque, bien entendu, très rapidement, dans les registres de police, les premiers homosexuels arrêtés au XIXe siècle, on les retrouve principalement dans les parcs, en particulier à Paris, dans le parc des Tuileries. Donc, vous voyez évidemment la mise en scène n'est pas anodine. Et puis, vous remarquerez aussi comment cette esquisse, comme ça, assez fugitive, met en scène l'arrière-train, de l'homme, avec une désignation directe à la sodomie passive, qui était vraiment quelque chose d'identifiable chez les homosexuels. Donc il y a cette image-là qui fait partie des toutes premières images, finalement, d'homosexuels identifiables par la caricature de presse, à partir, bien entendu, de pratiques, mais aussi de théories qui se développent de plus en plus à l'époque et qui sont reprises, bien entendu, par Péladan, par toute la littérature, notamment par Rachilde, grande écrivaine du XIXe siècle, qui lit en fait Krafft Ebing. J'ai découvert dans les correspondances entre Rachilde et Péladan cette histoire de tu as lu l'allemand, cet allemand qui justement développe toute une théorie sur cela. Donc les écrivains connaissent cette histoire-là. Et donc ce qui m'a vraiment intéressé, ce qui était très difficile, c'est d'arriver à véritablement reconstituer cette sorte de circulation des théories, des réflexions, des images et des amalgames entre, vous le voyez, différents contextes littéraires, médicaux, visuels, populaires, et d'essayer de voir comment ça fonctionnait. Donc ici, cette autre caricature du début du XXe siècle qui montre, là on est vraiment 1902, après, rappelons-le quand même, le fameux procès Oscar Wilde de 1895, dans une homosexualité de plus en plus médiatisée, avec toute une série de scandales très importants, bien entendu celui d'Oscar Wilde et d'autres, et avec donc cette caricature très 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 forte que je montre là aussi assez souvent, mais que je trouve assez intéressante et assez parlante. C'est celle, donc vous le voyez, parce que ça touche à l'art, bien entendu, de l'artiste et de son inspiration, du Sphinx. Vous le voyez dans une sorte de reprise assez classique du tête-à-tête, pas du tête-à-tête, mais de la confrontation plutôt entre Oedipe et le Sphinx depuis la peinture de Ingres, et qui a été reprise par le thème a été repris par Gustave Moreau. Et qu'est-ce que l'on voit? Donc, je ne sais pas si je peux faire un zoom, mais en tout cas, croyez-moi sur parole. Dans la partie inférieure, pour les premiers rangs, on arrive à le voir. Le premier, c'est le Sphinx. Le deuxième en dessous, c'est l'androgyne. Et bien entendu, donc l'artiste est androgyne. L'artiste est véritablement associé à cette vision-là, et avec toute une série de glissements assez curieux. Vous remarquez notamment ce visage assez étrange avec des oreilles très larges
et une sorte de queue sur le côté, donc une sorte de vision un peu simiesque, d'animalisation du corps de l'androgyne. Pareil, ici sur le sphinx, on a vraiment cette animalisation. Et puis le profil rappelle quoi? Mais rappelle Sarah Bernhardt, rappelle d'autres artistes peintres, femmes, souvent justement associées à une sorte de vision beaucoup plus progressiste, féministe de l'époque. Et donc cette association très forte, en d'un côté, l'androgyne homosexuel et de l'autre, l'artiste peintre féministe, qui va justement faire l'objet de nombreuses caricatures, tout particulièrement dans l'assiette au beurre. Et vous voyez ici un exemple parmi tant d'autres. L'assiette au beurre va produire toute une série, mais vraiment carrément de numéros spéciaux sur les scandales homosexuels du début du XXe siècle. Donc un développement très très important de la caricature homophobe, très violente à l'époque. Ça ne concerne pas que les enjeux de sexualité, d'homosexualité. Ça concerne la politique, l'antisémitisme, très très fort au début du XXe siècle, et qui m'ont justement intéressé. Alors, je continue pour simplement rappeler que tout ce contexte-là, vous le voyez, il n'y a pas que Péladan, que ce contexte idéaliste. Rappelons donc le fameux autoportrait avec une auréole de Paul Gauguin. Gauguin s'inscrit totalement dans cette vision-là. Lui aussi, dans ses stratégies artistiques dont je vous parlais tout à l'heure, va se grimer. Il se grime justement en une sorte d'ange ou de saint dans ses différentes peintures. Et d'ailleurs, je consacre un chapitre à Gauguin. Quand il va partir très loin à Tahiti, il va découvrir dans ces justement figures tahitiennes des formes androgynes, puisqu'il va considérer que ces formes totalement en dehors des canons classiques de beauté occidentale sont justement marquées par cette sorte de vision très masculine, très homasse, qui l'intéresse et qui renvoie à une sorte de dépassement, en quelque sorte, des identifications classiques. On le voit dans ses écrits et aussi dans un certain nombre de ses peintures et de certains carnets que j'ai découverts, justement, qui évoquent toute une vision très spiritualiste, en fait, de cette recherche. Je vous montre un autre exemple, Paul Cerisier, lui aussi, qui porterait donc un de ses acolytes, Paul Rançon. Donc on est vraiment dans ce contexte des nabis, justement s'intéresse aussi à toutes ces visions spiritualistes. Et vous voyez, il n'y a pas que Péladan qui est grimé en mage, en prophète. Tous les nabis vont aussi s'y intéresser le temps de quelques années pour justement, vous le voyez aussi, rendre compte de cette recherche d'un ailleurs, d'un idéal, en quelque sorte, dans cet espace de la fin du XIXe siècle. Alors, je fais un petit glissement, un peu curieux, mais ce qui m'intéressait dans un deuxième temps, c'est que vous voyez à travers ces différentes productions, cet idéal androgyne, il y a évidemment des interrogations sur l'apparence, le vêtement, sur des théories liées à la personnalité, la performance de soi, la performance de genre, la manière dont tout cela est aussi donc interrogé dans le contexte de la société. Et donc, ce qui me passionnait aussi, c'était de voir comment la mode vestimentaire rend compte de ces productions-là. Et je me suis plus particulièrement penché sur la question du japonisme, qui, on est dans la même période, le terme de japonisme, on est en 1874, pour l'invention du japonisme en France. Cette question-là, elle est justement liée, ici vous le voyez avec la peinture donc, de Claude Monet, la japonaise, à cette sorte de passion pour l'ailleurs. De Gauguin, notamment donc de ces sortes d'élucubrations de Péladan, Anthony Boudy. Ici, vous le voyez avec Claude Monet, le Japon, l'Extrême-Orient, fait partie justement de cet ailleurs qui, et c'est ça justement ce qui m'intéresse, permet un dépassement des identités normées. S'habiller en kimono, c'est précisément dépasser une apparence vestimentaire masculine ou féminine, même si je dois la faire simple et courte. Et tout cela va se déployer justement à travers différentes formes d'appropriation de la culture. Alors, on parlerait actuellement peut-être d'appropriation culturelle. Je pense qu'on peut mettre de côté cette question-là, on pourra peut-être en parler si vous voulez après, pour montrer que justement, le Japon fait partie de cet ailleurs qui permet aux hommes et aux femmes de pouvoir vivre mieux, différemment, leur sexualité. C'est le cas avec Gauguin en Polynésie, et ça va être le cas avec d'autres artistes, pas de Monet, parce qu'il ne va pas partir au Japon, mais d'autres artistes et surtout d'autres collectionneurs. De ce point de vue-là, justement, en parlant à nouveau des questions de méthode, je me suis intéressé à des écrivains, critiques d'art, je me suis intéressé à des productions populaires, et ce qui m'a beaucoup intéressé ces dernières années aussi, c'est le statut, le rôle, l'importance des collectionneurs.
les collectionneurs ont aussi un rôle très important, bien entendu, à jouer dans les pratiques artistiques et eux-mêmes rendre compte justement de pratiques hors normes et en particulier, je vais vous en parler quelques-uns, enfin de collectionneurs écrivains. Je parlais tout à l'heure d'un autre collectionneur, mais surtout ici, je voudrais me concentrer sur l'écrivain, donc Robert de Montesquieu, qui faisait partie de ma thèse, en fait, mais que je n'avais pas eu le temps de développer par la suite. Qui est Robert de Montesquieu? Donc, c'est la grande figure homosexuelle de la fin du XIXe siècle. C'est, semble-t-il, la grande inspiration pour des gens comme Marcel Proust, pour des personnalités importantes comme Carl Georges Huysmans, pour justement personnifier le dandy hors norme de la fin du XIXe siècle. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est de voir que Montesquieu, c'est un peu l'anti-Oscar Wilde, dans le sens où Oscar Wilde va très clairement, à la fin du XIXe siècle, je dirais, assumer jusqu'au procès, jusqu'à la prison, cet amour qui n'ose dire son nom, pour reprendre la fameuse justement formule d'Oscar Wilde, alors que Montesquieu, au contraire, littéraire, moins artiste et plus écrivain, mais critique d'art aussi très important, donc mondain, va au contraire ne jamais véritablement assumer publiquement son homosexualité. Et ce qui est très étrange, c'est de voir que dans les biographies à son sujet, les dernières biographies, l'homosexualité est quasiment plus. C'est un comble pour quelqu'un qui quand même a été une inspiration et qui était connu des cercles de l'époque. Et donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'abord de revenir sur cet enjeu important de la place de l'homosexualité, de la sexualité chez Montesquieu, et de voir comment ça avait pu être distillé dans, en particulier, sa pratique de collectionneur. Alors pourquoi je vous montre ce premier exemple? C'est celui justement de ces cercles de collectionneurs, écrivains, proches des artistes, le cercle des Goncourt. Très connu, les frères Goncourt, qui vont accueillir tout un aéropage d'esthètes, d'écrivains, et notamment Montesquieu. Et ce cercle-là est un cercle assez fermé, mais c'est surtout un cercle qui témoigne de plus en plus de l'intérêt que vont porter les écrivains, les artistes pour les espaces intérieurs. Alors, espace dans un sens matériel du terme, les espaces de vie intérieurs, et puis bien entendu les espaces imaginaires, qui coïncident avec le mouvement symboliste. Pourquoi je vous parle de ces espaces intérieurs? Parce que précisément, ce sont ceux qui accueillent de nombreux objets d'art, de nombreux objets de collection, et que donc ces espaces-là vont faire l'objet d'une attention particulière, d'une attention où, eh bien précisément, la subjectivité, l'émotion, l'affect va pouvoir beaucoup plus se développer, va pouvoir être beaucoup plus libre dans un contexte qui est privé, contrairement à l'espace public où on est beaucoup plus normé, beaucoup plus contraint. Donc, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment toute une série que je vais vous montrer, de photographies rendent compte finalement de l'expression de cette émotion individuelle, intime, qui passe chez les écrivains par justement l'attention portée aux objets. Comment les objets sont porteurs de formes d'émotions très importantes et, bien entendu, chez Montesquieu, de formes associées à l'homosexualité. Alors ici, donc, un contexte très hétéronormé chez Goncourt, que je voudrais mettre en parallèle, au contraire, justement, de toute une photographie que j'ai découvert, en fait, dans le fonds Montesquieu, qui a donc été donné, excusez-moi, j'ai retiré la prise, qui a donc été donné d'abord rangé par le secrétaire de Montesquieu à la mort, de nom de l'artiste, de l'écrivain, puis donné donc à la Bibliothèque nationale de France. Il s'agit, je ne sais plus si j'ai les chiffres, de 369 volumes. Donc des volumes qui font à peu près une centaine de pages chacun. Donc des volumes qui ont été en fait contre-collés par justement le secrétaire de Montesquieu lorsque Montesquieu meurt en 1921, et donc toute une série de productions, de coupures de presse, mais aussi de photographies publiques découpées dans la presse et privées. Et donc dans l'un de ces fameux volumes, vous avez donc sur une dizaine de pages, en l'occurrence 11 photographies vues de l'espace privé de Montesquieu qui n'ont jamais été publiées. Donc ça fait partie, bien entendu, des grandes joies de l'historien ou d'historienne, et en particulier historienne de l'art, que d'un seul coup de tomber sur ce fonds qui n'a pas fait l'objet d'études, et donc que je me suis livré à une petite étude un peu d'enquête pour essayer de comprendre
quel était d'abord l'objectif de ces photographies, de ces vues photographiques, et comment elles rendaient compte, vous voyez, de ce rapport particulier que pouvait avoir Montesquieu avec l'intérieur, avec les décoratifs, avec les espaces décoratifs, et surtout comment, dans cet intérieur, on pouvait croiser ces vues-là, l'identification de certains objets, avec les descriptions que va en faire Montesquieu dans ses lettres, ses correspondances, ses écrits, et comment lui-même concevait, percevait ces objets-là. Et donc, ça a fait l'objet justement d'un article sur le sujet, et cela m'a tout de suite assez rapidement donc conduit à comprendre que le Japon en particulier était une ressource très importante chez Montesquieu, puisque le Japon était pour lui une manière de véritablement explorer, je pourrais vous citer la phrase qu'il développe, explorer véritablement une dimension féminine qu'il tente justement d'assumer beaucoup plus en privé qu'en public, une dimension féminine associée à sa propre sexualité. Alors, de ce point de vue-là, donc j'avais cette photographie, et puis moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir précisément quel rôle avait opéré cette série photographique, puisqu'il n'avait rien fait de ces images-là. J'ai aussi tenté d'identifier le photographe. En fait, c'est un des photographes, donc Ferdinand Lochard, qui est en fait un des photographes qui va prendre des photographies, cette fois-ci publiées de l'intérieur des Goncourt. Donc, évidemment, il n'est pas inconnu de Montesquieu. Ferdinand Lochard, qui publie donc toute une série photographique des intérieurs assez connus de l'hôtel d'Auteuil des frères Goncourt. Mais ici, on va dire que Montesquieu doit vouloir faire l'équivalent des Goncourt, sauf qu'évidemment, la collection de Montesquieu est beaucoup moins prestigieuse, beaucoup moins riche, beaucoup moins importante que celle des Goncourt, et donc ça restera justement un état de projet et enfermé dans ces fameux albums. Alors, de ce point de vue-là, ce qui m'a intéressé, donc pour revenir aussi au titre d'origine de notre séance de séminaire aujourd'hui, ce qui m'a intéressé, c'était de revenir justement sur la manière dont ce placard, utilisons le terme clairement, c'est-à-dire cet espace à la fois, alors dans son strict du terme vestimentaire, mais un placard c'est fait pour ranger, pour mettre des choses, mettre des objets, des souvenirs, mais le placard c'est aussi la métaphore du placard chez les homosexuels, c'est-à-dire on est enfermé dans le placard, on ne veut pas publiquement annoncer sa sexualité, et ce terme du placard m'a beaucoup intéressé puisqu'en fait il renvoie à la fameuse théorie, surtout au livre, donc épistémologie du placard, épistémologie of the closet, le fameux ouvrage de F. Kosowski-Sedgwick, qui est une des grandes théoriciennes queer, qui va montrer comment justement le placard est un lieu, ou du moins un imaginaire de constante négociation avec soi-même et avec les autres, négociation surtout avec sa sexualité. De ceux qui savent, de ceux qui ne savent pas, de ceux qui peuvent imaginer savoir, de ceux qui savent face à d'autres qui ne savent pas, toute une série justement du révélé, du caché de la sexualité qui se joue dans cette épistémologie du placard et que j'ai pour le coup réintitulé justement en comment je l'ai intitulé, esthétique du placard. Voilà. Esthétique du placard, esthétique of the closet, pour reprendre la formule de Kosowski-Sedgwick. Et donc, à partir de là, donc, je vous montre quelques éléments donc de ces vues. Ce qui m'a intéressé, donc là, je vous montre l'image détourée, mais vous avez donc l'image d'origine qui est donc contrecollée sur justement ces fameux albums en haut à droite, avec donc simplement l'écriture de Monsieur Pinard, qui était le secrétaire de Montesquieu, qui va donc contrecoller, former ces différents albums et écrire de la main donc les différents lieux, les différents espaces. Ce qui m'avait intéressé, attendez, je reviens sur cette image, excusez-moi, c'était de voir comment ces justement différents lieux pouvaient s'entrecroiser avec différentes théories. Et ici, je vous montre un exemple, mais qui est évidemment assez peu parlant. C'était pas l'objectif premier que de montrer, mais au contraire d'être dans une sorte de révélé caché, de voir que en fait ici par exemple avec cet espace du vestiaire, de l'espace des vêtements de Montesquieu, il y avait en fait toute une série de cravates qui, semble-t-il, étaient rangées dans l'un de ces placards avec des vitrines. On pouvait vraiment voir ces cravates, et que ces cravates avaient fait l'objet d'une série de commentaires assez drôles, assez étranges, de la part des Goncourt, mais aussi de la part de Montesquieu, qui évoquait
de ce point de vue-là, alors si j'arrive à retrouver la référence, justement, des cravates, des chaussettes, des gilets fastueux qui soulignent la préciosité du dandy, mais aussi potentiellement son rapport avec justement d'autres hommes dans ce contexte justement de collection en fait de ces objets. Alors, il y a à la fois donc ces différentes identifications, il y a notamment ces mentions ici donc d'un certain Comte de la Rochefoucauld, qui est en fait était aussi un grand gymnaste de cirque et qui, dans les écrits de Montesquieu, témoigne en fait d'une forme d'homoérotisme qui est identifiée par les Goncourt. Les Goncourt disent dans cette fameuse vitrine, il y a une très belle photo d'un homme justement en tenue de cirque qui, en quelque sorte, plaît beaucoup au comte. Et donc ici, vous le voyez, dans ces différents éléments d'identification, on peut arriver à rendre compte, percevoir en quelque sorte cet intérêt de Montesquieu pour la jante masculine à travers donc ici cet exemple des photographies ou encore, si je reviens ici, sur cette mise en scène que vous retrouvez là donc du comte lui-même, mise en scène donc dans son espace à l'extérieur de son lieu de vie. Et qui rappelle bien entendu, vous voyez, sa fascination pour l'Extrême-Orient, pour le Japon, et cette fascination qui est totalement imprégnée dans son corps, puisqu'il va dans différentes mises en scène qui sont moins photographiées, mais beaucoup plus développées dans ses écrits. Il va reprendre en quelque sorte la lenteur et la grâce féminine de certaines mises en scène de théâtre, du théâtre no, qui va l'intéresser et qui va complètement l'imprégner dans ses pratiques. Il explique lui-même, ces grâces japonaises, si tout le monde ne les apprécie pas avec la même intensité, tout le monde du moins les connaît. Et ce qu'elles offrent de particulièrement féminin, c'est qu'elles revêtent tant de formes qu'il n'est pas une couleur, pas un goût qu'elles ne puissent présenter ou satisfaire. Donc ici, vous le voyez, le Japon est associé à une forme de grâce féminine qu'il va donc en quelque sorte redéployer dans ses photographies et que l'on retrouve bien entendu aussi dans d'autres de ses écrits et de ses poèmes. Ce qui m'intéressait aussi, c'était de voir comment on pouvait croiser en fait cette vision-là à celle des portraits qui vont être produits pour Robert de Montesquieu et notamment celui d'Antonio de la Gándara avec justement cette tenue ambigu, lui-même le dira, cette sorte de manteau qu'il emprunte à une de ses amies, et surtout, vous voyez, le rôle important des bras, des mains, qui va énormément commenter, et qui pour lui sont un témoignage, une sorte de délicatesse, qui est celle du geste, justement, des fois un peu emphatique ou exacerbé, qui est le signe justement du dandysme de chez Montesquieu, et qui pour d'autres est l'expression d'une forme de féminisation, de fémininement de son allure masculine. Donc vous voyez, ce qui est très difficile, bien entendu, c'est d'arriver à identifier, à percevoir dans certaines correspondances, dans certains écrits, ces signes cachés, ces signes cryptés de l'homosexualité. Et je m'y étais intéressé aussi vis-à-vis notamment des productions littéraires de Marcel Proust, à travers justement d'autres des écrits évidemment de la recherche qui rendaient compte aussi des pratiques du dandysme et de celles de Montesquieu tout particulièrement, puisque Proust et Montesquieu se connaissaient très bien. Alors, je vais un peu rapidement, mais c'est pour vous montrer évidemment comment arriver à croiser, vous voyez, ces différents objets, ces différentes manières de pouvoir identifier dans les écrits et dans les images ces différentes expressions, pour vous montrer aussi que globalement, et je termine là-dessus sur ce japonisme, évidemment, il ne va pas être le seul. Il va y avoir toute une série en fait de réappropriation du kimono, avec une des photographies assez connues, donc du groupe du japonisme, dans les marchands que les critiques d'art que les collectionneurs, Siegfried Big, Louis Gonze avec sa femme, ou Hugues Kraft, qui va être justement des grands collectionneurs qui va faire le voyage au Japon, et ici des rares photographies justement qui témoignent de cette idée de s'imprégner, de s'identifier du Japon en ayant en quelque sorte recours, alors certes au kimono, mais surtout, vous le voyez, dans la mise en scène, à une possibilité de s'éloigner des codes de l'apparence, de la tenue occidentale, pour pouvoir véritablement, je crois, dépasser certaines
contrainte. Alors, je voudrais terminer avec, poursuivre et bientôt terminer. Je ne sais plus jusqu'à quelle heure j'ai. 10 Très bien. Je voudrais justement continuer et évoquer à travers donc, cet exemple de Montesquieu ce qui m'a orienté ces dernières années autour du collectionnisme. Montesquieu, j'évoquais une sorte de collectionnisme queer, à partir de ces différentes pistes que je vous ai présentées ici. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir justement comment d'autres collectionneurs vont s'imprégner et vont se saisir, en fait, tant du vêtement que du Japon, en France et aux États-Unis. Et je m'étais intéressé, parce que je l'ai découvert sur place, à un certain collectionneur qui va, comme d'autres, se passionner pour le Japon dans cette fin du XIXe siècle et notamment s'imprégner de ses codes, de ses usages. Il ne va pas être le seul, mais je vais vous le montrer dans un instant. Il va être associé aussi à d'autres collectionneuses et en particulier une certaine Isabella Stewart Gardner. Isabella Stewart Gardner, c'est une des grandes, évidemment, collectionneuses américaines de la fin du XIXe siècle, grande collectionneuse d'art de la Renaissance. Je pense que Guillaume connaît certainement ce nom très, très, très connu, justement, de l'histoire du collectionnisme américain. Et elle va aussi faire le voyage, alors un long voyage à la fin du XIXe siècle, qui va la conduire justement au Japon, et dont elle va rapporter un certain nombre d'objets, et notamment de kimonos. C'est des réflexions qui sont en cours, puisque j'ai découvert ces fonds-là et puis cette histoire-là et que je n'ai pas encore beaucoup écrit à ce sujet. Mais ce qui m'intéressait, c'était de voir qu'en fait, c'est un constat que j'ai fait, dans les grands musées américains, surtout la côte Est, la plupart des grandes collections, des premières collections de vêtements japonais, en particulier donc Kozode, le kimono, eh bien, ont été donnés par des collectionneurs. Et évidemment, ça m'a mis la puce à l'oreille de savoir si finalement ces objets, qui ne sont pas comme n'importe quel objet, d'œuvre en 2 ou en 3 dimensions, ces objets, est-ce qu'ils ont été portés? Est-ce qu'il y a eu une vision beaucoup plus personnelle, affective, singulière du rapport au corps, direct évidemment avec le kimono, qui permettent en quelque sorte d'orienter notre réflexion sur ces objets-là, sur la compréhension que l'on peut avoir des objets. Quel rapport ces collectionneuses, et même on va le voir ces collectionneurs, ont eu avec ces kimonos qui, par la suite, sont rentrés dans les grandes collections et qui, bien entendu, une fois rentrés dans les collections, n'ont plus un usage premier qui est celui d'être véritablement porté, peut-être au quotidien, peut-être dans des contextes spécifiques. Et ici, donc, vous avez cet exemple, justement, d'une des rares tenues de kimono, donc de la fin du XIXe siècle, qui appartient donc au Isabella Stewart Gardner Museum à Boston, et qui témoigne de cette sorte de rapport particulier, intime, que je n'ai pas encore arrivé véritablement à étudier, à comprendre, parce que malheureusement, pour l'instant, Isabella, elle parle pas trop de cette kimono. Donc j'aimerais bien évidemment trouver d'autres références, mais il y a toute une série de notes que j'avais pu justement identifier lorsque j'étais sur place à Boston, qui me mettent sur la piste. Mais je voudrais vous parler d'un autre collectionneur que j'ai découvert quand j'étais justement aux États-Unis pour ces recherches, Charles Appleton Longfellow. Et vous m'excuserez, je n'ai pas eu le temps de modifier en fait les légendes, elles sont toutes en anglais parce que c'est une communication que j'ai faite en anglais, donc je l'ai faite une question qu'une seule fois, donc vous avez la primeur de cette communication en français. Donc, je plaisante, mais c'est vrai que voilà, j'ai eu l'occasion que d'une fois de le faire, qui va justement lui aussi faire un voyage, mais il va beaucoup plus être imprégné par le Japon, il va y retourner de nombreuses fois. Et ce qui m'intéressait chez ce collectionneur, donc il existe donc un musée, le musée Longfellow. C'est aussi une grande famille. Il y a le père, il y a les enfants et les oncles, toute une grande famille d'écrivains et surtout donc de collectionneurs et d'artistes. Longfellow va lui, faire le voyage et va à partir donc entre 1871 et 1873 rapporter toute une série d'objets de son voyage en Chine et au Japon, mais surtout d'une série de kimonos qui m'a intéressé. Et vous le voyez donc dans ces photographies, on retrouve à la fois donc le port très clair du kimono. Alors je ne sais pas sur les noms, les termes, mais évidemment toute une série donc d'objets particuliers liés à la pratique, à la tenue du marchand et du samouraï. Et puis à côté de cela, donc un certain nombre de notes qui témoignent de ces achats.
qui permettent de véritablement identifier justement ces productions. Ce qui est important, c'est qu'il va rapporter des kimonos pour lui et pour ses sœurs. Et donc, il va y avoir toute une série de fêtes, d'histoires assez incroyables qui m'intéressent, autour, vous le voyez, donc, de ces pratiques du kimono, du port du kimono avec Mary King Longfellow. Et donc, très clairement, des visions alors qui sont un peu mitoyennes entre la pose, le tableau vivant, puisqu'on voit qu'elle reprend en fait des poses de gravure japonaise, avec justement un paravent qu'avait rapporté son frère d'un premier voyage, puisqu'ici il s'agit donc d'une photographie un peu plus tardive de 87, puisque Longfellow va faire plusieurs voyages, après le premier de 1871-1873, et évidemment beaucoup d'interrogations sur cette photographie, parce qu'on ne sait absolument pas quel était véritablement le contexte de mise en scène, de port de cet habit-là. Est-ce qu'elle s'habillait souvent comme cela, ou est-ce qu'au contraire, elle considérait que ces kimonos étaient beaucoup trop précieux pour être portés fréquemment, et que donc elle l'avait fait qu'une seule fois. Donc il y a des notes, des carnets justement de Mary King Longfellow que j'ai pu consulter, où elle évoque la joie qu'elle a de pouvoir récupérer les kimonos que lui a apporté son frère du Japon. Il faut imaginer qu'à l'époque, évidemment, il n'y avait pas un clic pour pouvoir recevoir son kimono chez soi. C'était beaucoup plus compliqué de recevoir cette tenue-là, avec, vous voyez ici, beaucoup d'interrogations aussi sur des enjeux très contemporains, d'appropriation du Japon, d'appropriation identitaire, que je ne passe pas évidemment sous silence. Et puis, d'autres photographies là aussi assez étranges, assez curieuses, où on retrouve donc Longfellow ici donc au milieu avec ses personnages, et donc Longfellow va énormément discuter, parler en fait de ces rencontres. Je passe sur les détails, mais ce qui va m'intéresser aussi, c'est de voir comment il se passionne bien entendu pour ce contexte, et comment lui-même remet complètement en cause son propre rapport d'occidental aux tenues qu'il peut porter et aux manières dont ces hommes et ces femmes portent ces tenues-là, avec beaucoup de mentions de femmes dont les tenues se rapprochent qui se rapprochent généralement des tenues d'hommes, notamment donc The Gazelle qui est ici et qui pour lui est vraiment une source d'ambiguïté et de trouble. Il en parle dans ses correspondances, ou encore de cette fameuse tenue en fait qui est présent dans la collection Longfellow, qui est en fait une tenue qu'il se fait lui-même faire avec ses initiales. Vous arrivez à retrouver donc Charles Appleton Longfellow, en particulier dans la photographie de gauche, et que semble-t-il il porte dans cette image-là. Donc c'est intéressant, c'est évidemment de croiser, vous voyez les sources, pour essayer de comprendre quel était le statut et le rapport. Vous le voyez ici, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, notamment le sigle dans le dos, dans la photographie de gauche, le personnage de dos à droite, c'est Longfellow, on le voit avec sa fameuse tenue. Donc beaucoup de questions sur cette production-là. D'autres photographies, vous voyez, toujours assez incongrues, assez étranges, où on le voit souvent d'ailleurs à se cacher, à se masquer, à travers donc ces tenues qu'il arbore avec donc lors de ses différents séjours. Et puis je termine sur un dernier exemple, parce que je voudrais juste finir avec l'autre piste que je voulais évoquer tout à l'heure, avec ce dernier point qui m'a beaucoup interloqué. Une des dernières photographies, une des premières photographies présentes dans la collection, mais une des dernières photographies qu'il fait dans la ville de Yokohama, je crois, je vais pas dire de bêtises, puisqu'il va beaucoup voyager évidemment au Japon. Et en fait, une photographie qui, vous le voyez, montre en fait un kimono particulier, un kimono très étrange que vous retrouvez donc, vous le voyez de dos à Longfellow, avec cette fameuse scarpe. Un kimono qui est dans sa forme et dans sa manière d'être porté, un kimono très féminin, qui lui-même va évidemment constituer un exemple très fort de son imprégnation du Japon, des sortes de troubles qu'il perçoit dans le Japon, et surtout un trouble qui va se retrouver donc par la suite dans son corps même, puisqu'en fait ce kimono que vous retrouvez ici va être rapporté bien entendu, à Boston, et donc est présenté, a été présenté donc il y a de cela 3 ans dans une exposition, et surtout ce motif de la carpe qui va se retrouver tout simplement dans le corps même de Longfellow, puisque cette carpe va être tatouée sur son dos. Vous le voyez ici, des photographies de 1984 qui témoignent d'une véritable
imprégnation, incarnation de ce motif de la carte, à un moment où, il faut bien l'imaginer, les tatouages étaient d'abord interdits pour plein de raisons socio-économiques à l'époque, enfin sociopolitiques pardon à l'époque au Japon, et surtout interdit et très peu répandu chez les Occidentaux. Ce qui m'intéressait au final avec Lancelot, c'est que c'est un personnage assez curieux. Là, je vous montre quelques exemples. Il y a d'autres kimonos que j'ai étudiés à cette occasion. Et surtout, c'est un personnage qui en fait ne reviendra jamais aux États-Unis. Il va continuer en fait à voyager à travers donc différents séjours au Japon, en Chine, et il va surtout ne jamais se marier, ne va avoir aucune relation avec aucune femme, et donc rester en quelque sorte entre hommes sur ce long voyage de yachting de l'époque, avec beaucoup d'interrogations justement sur la sexualité de ce personnage, sorte d'outcast, comme on dit, de marginal, qui, à mon sens, par justement le recours aux vêtements et surtout par ces sortes de parures corporelles, témoignent véritablement d'enjeux complexes du rapport de l'Occident au Japon dans cette fin de 19e siècle. Donc, ce sont des pistes que j'ai développées ces dernières années autour de cette forme de collectionnisme, du rapport du vêtement, des premières collections de vêtements en France et aux États-Unis, et de certains collectionneurs et collectionneuses qui rendent compte justement de ce rapport très paradoxal, très complexe que je vais vous montrer ici avec le Japon. Je termine. J'ai quoi, 5 minutes? Allez, 5 minutes. Je termine avec une dernière piste, en fait, qui est celle qui, je peux le dire officiellement, va constituer mes prochains sujets de recherche et surtout ce qu'on appelle à l'université, je pense, mon habilitation. C'est un travail que justement je mène depuis peu, donc là je vous donne vraiment quelques pistes que j'ai explorées, mais pas assez approfondies, qui en fait, vous le voyez à travers les différents exemples que je vous ai montrés, renvoie à ce que j'essaie de comprendre autour de ces usages, en quelque sorte, des théories queer, du rôle important qu'occupent ces réflexions, tant, vous voyez, dans un rapport, alors ici avec le Japon, présent à l'instant avec le Japon, et à la sexualité alternative ou troublée, dans son rapport au placard, dans ces différentes pistes que j'ai pu reprendre dans ces différentes théories, la manière dont finalement les théories queer ont imprégné et continuent d'imprégner, tant d'un point de vue historique que d'un point de vue, justement, je dirais, transhistorique, et du moins de manière déployée sur le long terme, comment elles peuvent imprégner l'histoire de l'art. Et de ce point de vue-là, je me suis intéressé à cette historiographie, du rôle que pouvaient occuper ces théories, ces études queer dans le champ de l'histoire de l'art. Et j'ai voulu, en quelque sorte, revenir finalement aux premiers moments, aux premières réflexions qui ont véritablement été au cœur d'une théorie queer d'un point de vue historique. Et ça m'a ramené à quoi? Ça m'a ramené justement au premier moment où ce terme va être utilisé, tant d'un point de vue donc, de son usage dans le langage courant que dans ses développements au sein des théories queer. Et ça m'a ramené à quoi? Aux années 50, aux années 60, au moment où va se mettre en place ce qu'on va appeler le queer theater, le théâtre queer, qui va être un moment très important en fait de la scène new-yorkaise, qui met en scène justement toute une série donc de cinéastes, artistes, performeurs qui s'imprègnent véritablement des bouleversements de la consommation de masse, des bouleversements aussi du cinéma expérimental, pour, sur scène, comme dans certains films, comme ici dans certaines séries de photographie, profondément remettre en cause les normes de genre, mais aussi les normes liées à la race, liées justement à la classe et à tous ces grands enjeux, évidemment, des études de genre. Ici, je me concentre sur un dernier personnage, qui est celui de Jack Smith, qui est en fait un cinéaste très important, qui va faire une série de films fin 50, milieu 60, et qui est en fait une sorte de figure tutélaire des théories queer. Lorsqu'on lit les théories queer des années 1990 et 2000, je pense en cas particulier à José Esteban Munoz, qui va justement parler énormément de ces enjeux d'utopie queer, qui va dans les années fin 90, début 2000, publier beaucoup sur ces enjeux intersectionnels entre justement des artistes latinos, des artistes africains-américains
il va à chaque fois, et il n'est pas le seul, mentionner Jack Smith. Et donc, ce qui m'intéressait en tant qu'historien, c'était de voir comment cette figure importante, qui est au cœur des grandes réflexions des pratiques artistiques à l'aune des théories queer, et bien pourquoi cette figure-là est aussi importante. Alors, il y a eu quelques recherches, bon, principalement en anglais, bien entendu, sur lui, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment on pouvait justement redéployer en quelque sorte cette réflexion, d'abord dans cette optique queer, et puis surtout dans cette manière dont Jack Smith va croiser les genres aussi artistiques. La photographie, le cinéma, ici je vous montre quelques exemples qui témoignent justement de toutes ces séries de pratiques, de performances, de réinvention de soi, à travers toute une série de références très complexes, très éclectiques, et qui nous rapportent à quoi? À une sorte d'Orient fantasmé, une sorte de vision qui, bien entendu, j'essaie de boucler la boucle de ma communication, me rappelle les premiers temps du symbolisme de la fin du XIXe siècle. L'Orient, qu'il s'agisse de l'Extrême-Orient, de l'Orient, sont toujours des espaces de l'ailleurs, évidemment, mais des sources intarissables d'inspiration pour ces artistes. Ici, je vous montre quelques photographies qui, en fait, curieusement, semblent être des photographies donc de vues de films, mais en fait, on voit que dans la manière dont ces photographies, dans la manière dont justement il y a des formes de poses, eh bien ces objets photographiques sont beaucoup plus complexes qu'ils ne paraissent, puisqu'en fait, Jack Smith va être à la fois cinéaste et photographe, et donc va rendre compte en fait de ces sortes de fausses mises en scène sur donc du théâtre ou du film filmé, du théâtre ou du cinéma filmé, pardon. Vous le voyez ici, donc de toute une série aussi de mises en scène vestimentaires qui m'intéressent particulièrement puisqu'il était lui-même aussi costumier et qui crée les tenues pour les différents acteurs et actrices de ces films. Donc il y a à la fois le statut de ces photographies qui ne sont pas tout à fait des films mais qui viennent de films, le statut de toute cette culture matérielle, des objets dans l'image, du vêtement, de l'apparence qui est ici présent, et puis bien entendu du statut de ces différents acteurs et actrices, puisque l'on sait, puisqu'on arrive à identifier certains acteurs et actrices, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes et beaucoup aussi de personnes trans identifiées comme étant trans à l'époque, avec évidemment toute une série évidemment de termes à reprendre dans le contexte de leur apparition. Et puis, je termine avec cela, la mise en scène de lui-même, puisque Jack Smith était à la fois comme je l'ai dit, artiste, mais aussi acteur. Il a beaucoup joué, notamment dans les films de Andy Warhol. Et vous le voyez, donc aussi toute une série de productions graphiques que je n'ai pas encore eu le temps de véritablement étudier. Certaines, d'ailleurs, sont passées en vente il y a très peu de temps. Donc, toute une série de productions qui n'ont pas fait l'objet d'études, de costumes que vous voyez ici et qui renvoient donc à des projets, notamment Brassiers of Atlantis. Atlantis, on est encore une fois dans une sorte de vision mythique de l'époque, mais qui est ici totalement traité sur le ton de l'humour, de la dérision, puisqu'en fait, ici, pour reprendre justement le terme de l'époque, il s'agit d'un théâtre de l'absurde, un théâtre du loufoque que met en scène justement Smith, et qui, évidemment, crée des renvois, ou du moins des parallèles, des échos avec... alors, je dirais pas directement Péladan, mais en tout cas beaucoup des artistes, des écrivains que j'ai pu rencontrer dans mes différentes recherches, et surtout donc beaucoup de mises en scène qui très clairement réinvestissent en fait des périodes antérieures, qu'il s'agisse de la fin du XIXe siècle, qu'il s'agisse ici des années 20-30, et qui sont redéployés ici donc dans les années 60. Donc là, j'étais rapide, mais c'était pour vous donner une sorte d'ouverture vers d'autres pistes que je suis en train d'explorer et qui me permettent, je crois, et c'est un point important, d'arriver à créer des sortes de... Alors, qu'ils ont un terme un peu connoté, mais de survivance, de développement historique qui se prolonge du 19e au 20e siècle, pour voir qu'il y a des effets, évidemment, d'écho, des effets de répétition, des sortes de parallèles entre les époques qui donnent à voir une sorte de continuum d'histoire qui se prolonge des 18e, 19e, 20e et peut-être 21e siècle. Merci.